Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film d'Emir Kusturica et c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. J'ai une relation assez particulière, voire à moitié inexistante avec ce metteur en scène fort célèbre, parce que, je vais vous le dire d'emblée, j'avais essayé, il fut un temps, son Arizona Dream, et j'ai très vite arrêté parce que je sentais que j'étais pas dans le mood, comme on dit. Bon, et bien là, j'arrive donc à nouveau dans son cinéma, et j'ai décidé de choisir son premier long métrage de fiction, sorti en 1981, donc très peu connu, voilà, encore une vidéo qui va être très peu vue et très peu commentée, mais c'est pas grave, je parle de ce que je veux sur ma chaîne, et aujourd'hui il va être question donc de Te souviens-tu de Dolibel? Alors je vous passe le titre en serbo-croate parce que je risque de l'écorcher. Et au casting, alors à l'époque peut-être des acteurs et actrices peu connus, mais quand même le héros, Dino, qui est un adolescent, bon, voilà, l'acteur là avait déjà la vingtaine, c'est Slavko Stimac, qui avait déjà eu donc sa petite carrière et qui était même apparu dans le cinéma de Sam Peckinpah en mode figurant dans Croix de Fer, voilà. Et autour de lui, des gens que je ne vais pas forcément citer parce que je risque d'écorcher les noms aussi, et que peut-être vous ne les connaissez pas. C'est pas le plus important en cela. Ici, on va suivre donc une sorte de récit d'initiation, un film d'un adolescent qui découvre un peu la vie, quelque part dans les années 60 de Sarajevo. Et à l'époque, c'est la Yougoslavie. Et Emir Kusturica, par exemple, a vécu, je crois, en tout cas, je ne sais pas s'il y est né, mais il y a vécu là-bas, dans cette ville. Donc c'est peut-être un petit peu autobiographique. Si c'est la fin des années 60, ça colle par rapport à l'âge de ce personnage. Et c'est assez spécial parce que Kusturica, après, a eu quelques soucis lors du conflit qui a éclaté l'ex-Yougoslavie. Parce que c'est quelqu'un d'origine serbe qui a vécu en Bosnie. Donc vous imaginez la tension personnelle qu'il a eue avec tout ce qui s'est passé. Et c'est assez intéressant ici parce que il s'agit à l'époque d'un des premiers films, du moins assez largement distribués, qui n'utilisait pas le serbo-croate vraiment uniforme, voulu dans beaucoup de productions télévisuelles ou cinématographiques, mais bel et bien un langage local, donc plus proche, donc je sais pas, d'un dialecte bosniaque, je ne sais pas, mais avec des mots qui n'étaient peut-être pas utilisés ou entendus partout dans les fictions de l'époque. Et on va suivre Dino, donc, et sa bande de potes. Au début, on les voit un peu en mode, pas 400 coups, mais pas loin. Ça fume, ça boit, et ça s'intéresse aux filles. Aussi au rock'n'roll. On le voit, Dino, la première fois qu'il apparaît, il regarde un petit peu vers le ciel, et il entend une chanson qui va revenir comme un leitmotiv. Il y a beaucoup de leitmotiv dans le film. Le 24.000 baci de Celentano. J'avais déjà entendu ailleurs, je sais pas si c'est dans un autre film ou comme ça. Et il va le chanter, et puis ça va avoir une importance indirecte sur certaines choses. Mais lui, on sent qu'il essaye de vivre sa petite vie dans un ailleurs, alors qu'il a une famille. Alors, ouais, c'est vraiment la classe moyenne pauvre, on va dire, locale. C'est assez pittoresque, un peu délabré. C'est pas non plus la grande misère, mais c'est pas la joie. Et le papa est un communiste idéaliste, en fait, qui est encore en mode, ouais, moi je sais bien, je connais mon Marx par cœur, mais qui n'a pas l'air de voir ce père que peut-être le régime au pouvoir détourne un peu ses idées de base un peu idéalistes, comme Staline a peut-être détourné aussi d'idéalisme communiste, etc. Parce qu'à l'époque, c'était le gouvernement de Tito, qui était une sorte de dictateur ou pas, je ne sais pas trop, je m'y connais pas, mais à mon avis, de mémoire, c'était pas la grande joie. Bon, il a été stalinien, il s'est un petit peu éloigné du stalinisme, mais c'était pas non plus la grande liberté de penser localement. Et on le voit, donc le père, il est un petit peu dans son monde. Le fils, du coup, est aussi dans son univers, mais autre. Il s'intéresse plus à l'hypnose, alors ça c'est très intéressant, ce qui va donner lieu aussi à un autre leitmotiv du film. Chaque jour et sur tous les points, je m'améliore, du début quasiment à la fin, certainement. Et il essaye de s'émanciper. Alors il y a la musique, évidemment, c'est toujours intéressant et important dans le cinéma de Kusturica, parce que si je connais peu finalement son univers filmique, j'avais déjà entendu beaucoup de ses chansons avec son groupe ou en compagnie de Bregovic. Alors c'est pas Bregovic d'ailleurs la compo là, c'est un certain Zoran Simjanovic, mais voilà, toute cette importance de vie, c'est un film de personnages qui s'intéressent au quotidien et aux petites existences, un peu tristes, mornes ou truculentes, voire un peu dérangeantes aussi, forcément, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Dino, par exemple, bon, comme beaucoup d'adolescents, je le disais, ils fantasment peut-être les filles et tout, mais à travers un documentaire, je crois, italien, là, qui passe au cinéma, il va pas tomber amoureux, mais il va, voilà,
touché, si vous voulez, par la présence, la prestation d'une stripteaseuse à l'époque du Crazy Horse qui s'appelle Dolly Bell. D'où le titre. Sauf que la Dolly Bell de la fiction, qui existe vraiment à Paris à l'époque, parce qu'elle a existé, et la Dolly Bell de ce film, c'est pas la même. La Dolly Bell ici, que l'on va voir dans ce long métrage, c'est une jeune fille, femme, qui a un destin terrible. Parce qu'on sent, elle est prostituée, mais est utilisée en tant que telle, c'est assez glauque. Mais lui, il va s'éprendre d'elle et ils vont avoir une relation très touchante et romantique, si c'est possible qu'elle puisse être conclue par rapport, malheureusement, au destin de cette fille. Ils vont se retrouver, par exemple, dans le pigeonnier, là. Oui, il y a des pigeons qui vont observer le premier baiser et plus si affinité. Sauf que, malheureusement, pour Dino, ça va être compliqué d'imaginer une romance stable avec, malheureusement, cette pauvre jeune femme qui est utilisée. On voit, il y a le Mac qui traîne, là. C'est vraiment... Voilà. Donc Dino, il essaye de penser à autre chose. Avec une vision autrement idéaliste, autre que son père, par rapport peut-être donc à cette hypnose ou je sais pas quoi, là, il essaye de croire que... Il s'entraîne sur son lapin, et des lapins, et des pigeons, il y a même un singe au début. Je crois que Kusturica, son cinéma, est assez rempli d'animaux, donc pourquoi pas, hein, des bêtes et des hommes. Et c'est assez touchant comme récit initiatique. On voit d'ailleurs toutes les petites tentatives maladroites qui collent bien, en fait. J'aime bien ce genre de premier film qui donc pose son cinéma. Alors je ne sais pas si c'est représentatif de ce qu'il fera vraiment par la suite, peut-être un petit peu, du moins sur l'amour qu'il porte envers ses protagonistes simples, par rapport à la musique, parce que ça s'ouvre là-dessus, l'idée que localement, alors le communisme local décide de contrer la délinquance possible, il faut occuper les jeunes, il faut ouvrir un orchestre là, et du coup Dino avec ses potes vont faire partie d'un groupe, et du coup la chanson italienne qu'on entend au début va être un moment tenté d'être jouée, c'est assez amusant, ils se débrouillent plutôt pas mal d'ailleurs les gamins, bon. Ils ont l'air, il y en a un qui fait de l'harmonica, il y a l'autre qui chante aussi, déjà ils aiment bien la musique quoi. Donc cette idée musicale qui est là, il y a même un moment un gars plus âgé qui va tenter un truc plus folklorique comme ça, alors qu'il y a une discussion autour du communisme avec le père. Le père on le sent très embêté par le fait que le communisme lui échappe, et on le sent morne et il va y avoir tout un drama autour du père aussi. Mais j'aime bien du coup, je le disais, ces petits moments là, pas tranche de vie parce que c'est pas tout à fait ça, de reproduction de quelque chose, et de voir comment quelqu'un, dans ce mode rite initiatique, évidemment, de l'adolescent, comment, avec les maladresses de la mise en scène qui vont avec, tout va avec, c'est au diapason, en fait. C'est un premier film qui a ses légèretés, qui a ses troubles, qui a donc ses petites difficultés de mise en place, mais c'est totalement, vraiment en harmonie avec, justement, le point de vue qu'on adopte de Dino, qui va tenter de comprendre et de découvrir la vie, et de se faire une place dans cette vie, en fait. Et de voir que c'est pas la joie, mais en même temps, il a des petits trucs qu'il aime. Il a ses petites passions, il a cette rencontre amoureuse, et il a donc toutes ces petites choses, ses potes à côté. Un petit groupe au début, là, ça fait un peu... J'aurais dit film... Moi j'ai pensé à Il était une fois en Amérique, rien à voir, hein, mais bon, Il était une fois en Amérique sortira après. Voilà, mais bon, c'est un petit truc de jeunes qui pourrait basculer ou pas dans le gangstérisme local, mais attention, la musique ou d'autres émancipations possible. Donc une mise en scène quasi naturaliste qui emprunte probablement à une forme de néoréalisme italien sur certains points, oui, mais il y a un petit côté Fellini aussi. Alors j'ai senti ça et puis après à un moment j'ai regardé vite fait et en effet il aime beaucoup Fellini. Peut-être pas sur ce film, mais sur d'autres par la suite. Et c'est un des cinéastes favoris de Kusturica, donc il y a peut-être quelque chose là, ça m'a fait penser. Alors je sais plus lequel, où il y avait un adolescence, peut-être à Marcord. Il y a quelque chose comme ça. Tu découvres des trucs, alors c'est moi peut-être dans le, je sais pas, dans une sorte de baroque, je dirais peut-être pas le mot baroque, mais le côté exalté que Fellini pouvait porter, notamment dans Marcord, sur cette vision un peu de la vie, c'est moins italien si vous voulez, c'est plus dans le côté sombre ici, peut-être un peu plus pessimiste de cette Yougoslavie de l'époque, et c'est assez intense de voir un film comme ça, parce qu'il est donc de 1981, il est sorti... à la Mostra de Venise, donc à peine 2 mois avant ma naissance, je pense à ça. Il a été primé comme meilleur premier film, je crois, ou quelque chose comme ça. Et à se voir ça, que c'est à l'époque vraiment de l'ex-Yougoslavie, on est encore loin de la guerre et de l'éclatement. Et du coup, ce regard quasi bosniaque sur un monde serbo-yougoslovaque global, enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Mais
c'est à creuser, parce que en géopolitique ex-Yougoslavie, je suis assez peu... voilà, je suis pas du tout... Déjà, je suis pas prof d'histoire à la base, hein, du tout. Je suis prof d'autre chose, mais il y a des choses qui vont m'échapper, genre que je veux pas dire trop de bêtises. Par contre, Slavko Stimac, ou Stimac, je sais pas comment on prononce là du coup, est absolument extraordinaire. On voit que c'est un... déjà, il avait une petite expérience d'enfant star, si vous voulez, d'enfant acteur ou jeune adolescent acteur. Là, il a la vingtaine et il est parfait dans ce rôle. Avec ses maladresses, avec son côté... Il est touchant. Voilà. Lui, on voit qu'il est vraiment dans un monde... On sent qu'il est touché par l'art, par l'idée d'une science un peu autre. Cette opposition avec le père est très touchante, évidemment. Lui qui est très dans le matériel, dans le chimique, dans le corps, dans le réel, quoi. Alors que Dino, il est là... l'hypnose, tout ça, il y a une forme de il lit beaucoup, d'ailleurs il va lire à sa copine, il va lire à son père aussi dans une scène hyper touchante à la fin, qui va être évidemment la bascule, la rupture pour lui, qui va lui faire changer peut-être de point de vue sur le monde. Alors je vais pas faire de zone spoiler, mais voilà, il y a quelque chose qui va faire que il va passer à l'âge adulte peut-être un peu plus tôt que prévu. Et ça montre aussi cette trajectoire assez triste du papa, qui est quand même ce personnage là. À un moment, il y a une scène, on le voit déambuler sous la pluie de nuit, parce que voilà, ses idéaux volent un peu en éclats, il croit tout savoir, mais en fait, il comprend très vite que ce qu'il sait du communisme, en fait, ce qui se passe autour de lui, dans ce monde-là réel, c'est pas tout à fait ça, mais il veut se persuader que, voilà. Est-ce que Marx serait heureux de voir ce que certains dirigeants de l'époque avaient fait de son idéologie? Probablement pas. Toujours l'espoir que, mais l'espoir. Voilà. Il y a aussi un moment, donc, sur une des lectures, l'espoir que peut-être plus tard le monde va être autre. L'histoire je crois que c'est une histoire de vider de tout l'océan Indien. Ça n'a aucun sens, mais bon. Pour créer plus d'espace, pour que les gens vivent plus en harmonie. Et ça pourrait, au fil des décennies, des millénaires et tout, porter la vie à 1000 ans. Et on serait tous heureux avec un été frais, stable en termes de climat. Un truc totalement inimaginable, déjà. Et quand bien même on puisse vider l'océan Indien, est-ce que ça serait le cas? Voilà, ce genre d'utopie. Une autre utopie qui remplace peut-être ici l'utopie communiste bien dystopisée depuis. C'est un petit truc intéressant comme ça à creuser peut-être, mais je crois que Kusturica est plutôt quelqu'un ancré à gauche, mais dans une gauche qui n'est pas celle que peut-être beaucoup imagineraient. J'avoue, je reste un petit peu flou là-dessus. Mais ça m'a toujours... je l'ai toujours perçu comme quelqu'un proche du peuple et des vrais gens, Kusturica. Donc là, c'est un peu ce que le film me fait. C'est un peu comme Pasolini, qui, indirectement, ça n'a pas grand-chose à voir, mais reprenait l'idéologie chrétienne vraiment pour le peuple, en balançant, voilà, en critiquant les institutions. On a un petit peu l'impression qu'il récupère l'idéologie du peuple, du communisme de base, en rejetant les institutions qui l'ont utilisé. Voilà, c'est peut-être ça, ou pas. En tout cas, bon, il avait plus de la vingtaine à l'époque quand il a fait le film. Plus même, il avait presque la trentaine. Bon, il n'avait pas encore la trentaine, mais ça venait. Mais en tout cas, voilà, c'est un film intéressant. Je suis content d'avoir découvert. Alors, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Voilà. Que quand même, vous faites vivre cette vidéo. Je sais très bien que des fois, j'évoque des films qui absolument... Enfin, les gens, c'est quoi ça? Donc, ils vont même pas faire l'effort de cliquer. C'est logique. Voilà, le temps n'est pas extensible pour tout le monde. Mais si vous avez été curieux et que vous tombez là-dessus, soit c'est parce que vous avez déjà vu le film, vous dites, tiens, il dit quoi sur ce film? Ou si vous avez été curieux, voilà, aussi, n'hésitez pas à le découvrir, ce film. Et si vous voulez aussi me parler de la filmographie d'Emir Kusturica, qu'est-ce qui est bien dans son cinéma? Bon, Arizona Dream, un jour, je le retenterai, bien sûr. C'est juste que j'étais pas dans l'humeur à l'époque. J'ai très vite senti que, non, c'était pas le moment de voir ce film. J'ai pas forcé, je pense qu'au bout de 20 minutes même, j'avais arrêté. Je n'étais pas patient à ce moment-là, mais bon. En tout cas, à vous la parole. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.